étions donc en train d'évoquer cette nouvelle organisation de lutte contre les faux médicaments en Afrique, organisation lancée donc au niveau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Marc Abouflan, vous avez la parole. Oui, je disais qu'il y a une tentative d'hégémonie sur le secteur médical par les pharmaciens. Et en même temps que cette tentative est justifiée parce que ce sont quand même des professionnels de la chose, il faut relativiser, il faut donner les moyens aux petites et moyennes entreprises qui sont dans le médicament d'explorer. Vous savez, dans beaucoup de pays, l'industrie pharmaceutique a essayé à un moment donné de nourrir la répression contre ce qu'on appelle les médicaments de rue. Mais on gagnerait, puisque c'est quand même un secteur qui existe et il est démontré aujourd'hui que dans beaucoup de pays d'Afrique, les pharmacies ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Pour l'exemple qu'on peut maîtriser le mieux, quand vous prenez l'exemple du Togo, vous avez le Togo globalement, si on peut considérer les chefs de lieu de région, de préfecture comme des villes, il y a plus de 25 chefs-lieux de préfecture où il n'y a pas de pharmacie. Et c'est difficile dans ces milieux-là d'avoir accès. Et dans ces zones-là, ceux qui sauvent les populations au quotidien, même des fois quand les CMS prescrivent, les gens sont obligés d'aller chercher ça chez ceux qu'on appelle aujourd'hui communément des pharmacies de la rue. Et donc, il faut un travail à plusieurs niveaux. Soit tenter de professionnaliser. Là où ça pose la question, Marc Abouflan, vous imaginez que le médicament, on ne joue pas avec. Et celui-là qui est au bord de la route, qui ne connaît pas le principe actif, qui ne connaît rien du médicament, que X individu approche, qui dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au rein, et qui dit prenez 2 de ça, 2 de ça. Il a fait quelle étude sur ça? Je suis d'accord avec, c'est pour ça que je dis que en réalité, il faut professionnaliser le secteur. Parce que quand vous voyez le nombre d'emplois dans le secteur informel du médicament, c'est quand même tout un pan du secteur informel national et de beaucoup de pays d'Afrique, pas seulement de 100 000 décès par an en Afrique liés aux médicaments. C'est relatif. Et je dis encore qu'il faut mettre une différence entre ce qu'on appelle médicaments contrefaits et ce qu'on appelle médicaments de la rue. C'est vrai, dans les médicaments de la rue, on peut trouver de la contrefaçon. Mais rien ne garantit même que les médicaments qu'on a en pharmacie ne sont pas des médicaments contrefaits. Parce que moi, je n'ai peut-être aucune statistique sur la même, mais je peux vous garantir que des gens, toute leur vie, ne se sont approvisionnés qu'en pharmacie, mais sont décédés quand même pour cause médicale ou en tout cas pour des raisons liées aux médicaments. C'est ça aussi des réalités. Je dis ce qu'il faut. Il ne faut pas laisser ce combat-là aux industriels pharmaceutiques. Parce que eux, leur besoin, leur désir, c'est de monopoliser un secteur quand même qui représente beaucoup en termes de ressources. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord d'essayer de professionnaliser ce secteur-là. Je dis bien, nous n'avons pas assez de pharmaciens ou assez de pharmacies pour couvrir tous les territoires africains. Dans ces zones-là, qu'est-ce qu'on fait quand le guérisseur n'est pas disponible, quand l'herboriste n'est pas disponible? Qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'aura pas trouvé des palliatifs efficaces à ce manque-là sur le terrain, je pense que ce problème, on peut créer 1000 nouveaux... La preuve, ce n'est pas la première organisation de lutte contre le médicament de la rue, mais on peut créer 1000 nouvelles organisations. Elles ne pourront pas résorber le problème de médicaments, de faux médicaments, de médicaments de la rue. Et je le répète encore, mettons une nette différence entre un médicament qui se retrouve dans la rue, parce que là, on peut parler peut-être des conditions d'entreposage, des conditions de gestion ou de qui donne, de qui prescrit, et les médicaments contrefaits, qui eux aussi peuvent se retrouver dans les officines de pharmacie où les gens ont l'habitude d'avoir des médicaments normaux, comme on dit. Là est toute la question, Germain Sosso, parce que quand moi je vais dans la rue et que c'est une dame, un homme qui n'y connaît rien, qui me fait la prescription, c'est comme si je vais en pharmacie et c'est un menuisier qui me donne le produit. Exactement. C'est pour cela que le problème que pose Marc, je voudrais avec votre émission le nuancer. La question, ce n'est pas c'est pas l'organisation en tant que telle du circuit qui est un problème. Le problème, c'est le médicament lui-même. C'est-à-dire que si vous dites qu'il faut qu'on professionnalise le métier, oui, par exemple au Togo, si nous disons, bon, on va avoir 100 000 dépôts, mais tous ceux qui sont là, on les forme. Oui, on les a formés, ça revient au point de départ, tout comme les pharmaciens qui sont dans les pharmacies. Si les gens sont formés, le médicament lui-même est contrefait. Le problème n'est pas résolu. Oui. Le problème que nous débattons, c'est la contrefaçon. Si les gens sont formés, on les forme aussi à détecter quel médicament est le vrai
en réalité. Oui, mais la question de la formation ici, il faut faire des études de pharmacie, en fait, et ça dure 7 ans, si je m'abuse. Pas forcément. Et il faut avoir le bac. Oui. Pas forcément. Vous savez, on a des pharmaciens officiellement. Un médecin qui est médecin généraliste, il a fait 7 ans d'études pour sortir médecin généraliste. Il voulait ouvrir une pharmacie. On lui a exigé d'avoir un doctorat en pharmacie. Il allait le faire. Oui, je suis d'accord avec le fait que pour ouvrir des officines de pharmacie, il faut 7 ans. Mais reconnaissons quand même que le nombre de pharmacies que forment nos facultés ne sont pas suffisants pour avoir des officines qui couvrent les besoins de nos pays. Et c'est pour ça que le médicament, vous savez, si on avait des pharmacies un peu partout et que les prix étaient relativement acceptables, on ne parlerait même pas de médicaments de la rue. Il y a comme un débat, mais enfin, une mauvaise opinion là-dessus, parce qu'aujourd'hui, même à 100 francs, vous achetez un paracétamol en pharmacie. Voilà. Et les gens ne savent pas ça. Je n'ai pas besoin d'aller acheter la boîte, je peux acheter une plaquette de médicaments en pharmacie. C'est vrai qu'il y a cette mauvaise information-là, mais reste que par rapport aux médicaments disponibles dans la rue, les coûts en pharmacie restent élevés, surtout pour un certain nombre de médicaments spécialisés. Mais remarquez, vous savez, vous allez au grand marché de Lomé, il y a des lieux où vous trouvez tous les médicaments qu'on peut vous prescrire en pharmacie. Ces médicaments sortent d'où? Des fois, ils sont estampillés par les... Ils vont s'approvisionner là-bas. Point d'interrogation. Donc ça voudrait dire que il y a quand même un secteur, un marché florissant. Et nous sommes d'accord que les officines, malgré leur envie, leur besoin d'hégémonie sur le secteur, ne peuvent pas couvrir la preuve. Vous allez, je ne sais pas, à Dany, vous n'avez pas, vous allez en Foin, en Fagnet, tout ça. Vous n'avez pas de pharmacie. C'est ça la véritable question. Lomé concentre la plupart des majorités des pharmacies. C'est partout aussi sur le continent. Vous allez au Sénégal, Dakar et les grandes villes concentrent toutes les grandes pharmacies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut professionnaliser le secteur. Vous savez, quand on a professionnalisé dans un certain nombre de pays les guérisseurs, les herboristes et tout, on ne les a pas retournés à l'école pour passer le bac et tout, mais on les a formés, on les a encadrés, on leur a donné les moyens de faire leur travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent les médicaments qui, à force d'expérience, ont des fois, pratiquement, peut-être qu'ils n'ont pas la connaissance pédagogique, mais ont la même expérience qu'un certain nombre de pharmaciens. Ça ne coûte rien de former ces personnes, de leur montrer les meilleurs moyens d'identifier les bons médicaments, les meilleurs moyens d'entreposer et de conserver, parce que c'est aussi ça des fois, parce que ce sont de bons médicaments qui se retrouvent des fois dans la rue, mais faute d'une bonne conservation, qui deviennent des médicaments douteux. Là, ça revient, Sana, à reconnaître, si on doit se situer dans le registre que développe Marc, qu'à côté des officines, les autorités reconnaissent que d'autres personnes peuvent aussi exercer, entreposer et vendre les médicaments. Oui, là, c'est ça qui est reproché, ça va devenir une concurrence déloyale, entre guillemets, parce que d'un côté, vous aurez des personnes qui ont pris des années pour se former, et de l'autre côté, on est en train de former des gens, entre guillemets, sur le tas, pour être capable de vendre des produits pharmaceutiques qui n'ont jamais été homologués. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la question comme si c'était des produits homologués par des firmes pharmaceutiques qu'on revendait dans la rue. Non, il ne s'agit pas de ça. Sinon, si c'était comme cela, la question ou bien la solution de former les gens serait vraiment appropriée. Mais le problème, c'est que dans ce lot de produits-là, il y en a qui, parfois, comment dit-on, traitent tout sauf la maladie et parfois peuvent vous créer d'autres complications. C'est un peu cela la chose. Mais je reconnais quand même qu'il n'y a pas vraiment cet effort-là, cet effort de nos autorités de mettre en valeur ce qu'on appelle la pharmacopée traditionnelle, si je ne me trompe pas du terme. Donc, nos sociétés se sont évoluées sur ce modèle-là où lorsque vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous allez à côté vous renseigner sur des essences d'arbres et de racines d'arbres qu'il faut utiliser pour soulager son mal. Donc, c'est un peu ce modèle-là qui encourage aujourd'hui d'aller vers ces revendeurs de la rue qui exposent des produits dont on ne sait la provenance. Donc, pour résoudre ce problème, moi, tout d'abord, il faut reconnaître que lorsqu'on laisse ce combat
à la seule usine pharmaceutique ou bien aux professionnels du métier, cela reviendrait pour eux à vouloir instaurer un certain monopole sur le secteur qui est assez juteux. Donc je crois que ce combat revient plutôt aux autorités, d'un côté, de s'engager pour, comment dit-on, en faveur de la santé publique, parce que ces médicaments, ces contrefaits ont des conséquences qu'on ne peut imaginer, et de l'autre aussi, valoriser ce qu'on appelle les compétences endogènes en la matière. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est l'herbe ou bien la plante Artemisia, bien quelque chose qui soigne le palu, et des choses comme ça. C'est Artemisia, non? Voilà, qui soigne le palu. Donc, aujourd'hui, il y a certaines vertus qui sont reconnues, égales, comment dit-on, aux molécules qui sont vendues en pharmacie, et in fine même, on reconnaît même que parfois ces médicaments que nous utilisons ne sont issus parfois que de ces mêmes plantes. C'est seulement le dosage qui est maîtrisé, conditionné en capsule qu'on nous sert en pharmacie. Donc, on a presque toutes ces essences-là que nous pouvons retrouver dans la nature, chez nous. Il va falloir que l'autorité puisse mettre les moyens de valoriser ces compétences-là. En valorisant ces compétences-là, mais on est en train de créer une forme d'assurance en ces choses-là. Je crois que sur la question, le Burkina est très avancé, et sur la question. Donc, je crois que le combat a mené sur plusieurs terrains. Il ne faut pas laisser ce combat à la seule usine pharmaceutique qui va vouloir instaurer un monopole sur un secteur très porteur et très juteux. Il faut aussi valoriser les compétences. Oui, en définitive, c'est ce que je voudrais juste ajouter. C'est-à-dire qu'il s'agit de combattre le fléau. Ça veut dire que pour combattre un fléau, généralement, il faut chercher les causes. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un fléau qu'il faut combattre à tout prix. On dit, c'est des nouvelles organisations qui veulent combattre à l'ordre. Il faut trouver les causes. Il faut maintenant voir les acteurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est les bonnes femmes de la rue là qui font de la contrôle? C'est vrai, on peut en trouver des gens qui fabriquent de façon traditionnelle les choses. Mais dans la grande capacité de fabrication à l'échelle industrielle, parfois quand vous foncez, c'est les mêmes, vous m'excusez d'État, qui ont fait les études, de hautes études, qui sont impliqués dans ce commerce-là. Donc, c'est ceux qui connaissent, qui ont étudié la chimie, qui ont étudié la médecine, qui savent qu'il faut faire un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de combattre, mon ami Abouflan dit que ce n'est pas un fléau, est-ce qu'il est possible de combattre ce phénomène? Je ne sais pas vraiment la question. D'accord. L'Algérie, c'est notre second sujet. On va parler du début du procès de plusieurs personnalités, dont le frère de l'ancien président, Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux autres anciens chefs de renseignement et d'une femme chef de parti politique. Donc, leur procès a débuté ce lundi à Blida, au sud d'Alger, selon les télévisions privées. La police et des gendarmes ont interdit l'accès aux deux entrées du tribunal militaire à tous les véhicules et piétons. Saïd Bouteflika, Mohamed Medienne, dit Toufik, directeur des puissants services secrets algériens pendant 25 ans, et son successeur, Atman Tartak, et la chef du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, comparaissent devant le tribunal. L'ex-président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, fidèle de M. Bouteflika, est également arrivé à la cour pour témoigner. D'après la même source, Zana Sadio, c'est les anciens classiques qui sont devant le tribunal aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ah bon, rire ou en pleurer, c'est un thème très célèbre au Togo. Donc, moi, je pense que dans ce genre de circonstances, il faut extrêmement être très prudent. Être très prudent pour ne pas être ou bien faire dans de la chasse aux sorcières. Et puis, peut-être éviter de disloquer parfois un dispositif du renseignement qui est très important sur le plan de la sécurité d'État. Je vais donner peut-être l'exemple du Burkina, où une unité de force spéciale a été démantelée à la fin du régime de Blaise Compaoré, et les conséquences sont toujours aujourd'hui d'actualité. Donc moi, je suis très inquiet lorsque vous citez, le profil de ces personnes
qui sont accusés, qui sont jugés. Vous avez mentionné le directeur du renseignement. Moi, je pense que, vu de la sorte, cela pourrait peut-être ressembler à une forme de règlement de compte, mais aussi on est en mesure comment dit-on, de s'inspirer sur un cas historique sur le continent, notamment celui de l'Afrique du Sud. À la fin de certains régimes ayant une longue longévité, et on n'a pas besoin forcément de vouloir punir, de vouloir sanctionner pour montrer que les choses ont changé. On peut essayer dans une démarche d'unité nationale, dans une démarche d'intérêt supérieur à la nation, de faire ce sursaut patriotique qui est très nécessaire pour refonder la République sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Aujourd'hui, le terrorisme fait des ravages en Afrique, et pour le combat et le juste combat que Abdelaziz Bouteflika a mené en Algérie, mais je crois qu'il va falloir prendre en compte ces éléments pour ne pas créer des failles sécuritaires dans le pays. Donc moi c'est avec beaucoup d'inquiétude que je remarque que beaucoup de personnes qui ont fait ou bien qui ont été des sommités dans le renseignement algérien soient aujourd'hui traduits devant la justice. Pour quel effet? Oui, c'est bien beau, ça fait plaisir aux populations et puis ça permet d'avoir une certaine popularité, de dire voilà, les anciens, on va les juger, on va les condamner. Mais est-ce que cela va dans l'intérêt de la nation tout entière? Point d'interrogation. Marc Aboufla, on est dans une sorte de règlement de compte là. Oui, on a l'impression que c'est une chasse aux sorcières que le nouveau régime en Algérie veut engager contre un certain nombre de tenants du nouveau système, de l'ancien système. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, le système n'a pas véritablement changé. Et ceux dont, en tout cas, on veut faire le procès aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on veut les écarter. Et c'est tout à fait dommage, comme l'expliquait tout à l'heure Xana, que dans un pays où, en tout cas, la contestation n'est pas totalement tombée, où la prise, le renversement du pouvoir est encore fragile, ce genre d'action, ce genre de procès a toujours, de toute l'histoire, été dangereux pour l'évolution, même pour l'avenir politique du pays. Et puis, le contexte algérien est particulier, d'autant plus que on a l'impression que ce sont des anciens camarades qui veulent régler un certain nombre de comptes à leurs amis. Maintenant, de l'autre côté, il faut avoir le courage aussi de savoir que tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand on a un certain nombre de responsabilités, reste pour l'histoire. Et les choses peuvent aller dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est vrai que le camp Bouteflika n'a pas totalement perdu le pouvoir, mais on a ce procès-là qui met quand même en exergue un certain nombre de pionniers importants, ou en tout cas de tenants importants du régime. Et c'est aussi un appel un peu à ceux qui conduisent ou ceux qui téléguident ce procès-là aujourd'hui, parce que la révolution algérienne n'est pas terminée à mon niveau. Et il va y avoir un certain nombre de changements jusqu'à, en tout cas au lendemain de la présidentielle, si finalement elle a lieu. Et donc, quand on va sortir de cette présidentielle-là, ceux qui aujourd'hui essayent de mettre un certain nombre de têtes à la piquette peuvent aussi voir leur tête passer s'ils ne savent pas s'y prendre. Alors, Germain Soussou, on ne peut pas ne pas voir la proximité de calendrier entre l'ouverture de ce procès et les élections qui doivent se tenir le 12 décembre. Dans un contexte où les populations disent on ne veut pas de ces élections, est-ce que ce n'est pas une manière d'orienter les regards des gens sur ce procès emblématique pour les faire oublier un peu l'élection? Exactement. J'aurais aimé que vous soyez un candidat à une fonction politique. C'est ça. Parfois aussi, ce sont des petits trucs aussi. Parce que votre analyse, effectivement, j'ai écouté les uns les autres. Vous savez, dans un État, avant de revenir même à cette question politique, oui, mon ami Sana estimait que pour la relance, pour la concorde, il aurait fallu peut-être qu'on ferme les yeux sur un certain nombre de choses pour avoir. Je respecte. Mais aussi dans une société en reconstruction aussi,
Lorsqu'il y a eu des erreurs, la responsabilité sociétale voudrait aussi qu'on montre aux jeunes qui sont en train de venir que lorsque vous vous comportez mal, vous devez être sanctionné. Parce que si on dit au nom de ça, oui, ceux qui ont fait, il faut fermer les yeux, quel message pédagogique on envoie aux gens? Bon, encore que ce qui fait mal, c'est que le régime n'a pas totalement changé. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes. C'est pour cela que ça fait mal. Ça aurait été le cas de l'Afrique du Sud, on comprendrait aisément. Parce que quand le régime change de main, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Ici, le régime continue par exercer. Certains ont été envoyés en prison, sont en train de juger. Sinon, on ne peut pas dire que parce que nous voulons avancer, ceux qui ont détruit, ceux qui ont pris des milliards, ceux qui ont commis des actes, ceux qui ont des actes de torture, de droits de l'homme, presque tout le monde, nous avons signé un certain nombre d'accords. Mais c'est normal aussi que les Algériens puissent comprendre comment, à un moment donné, certains ont pu disparaître. Parce que ceux qui ont disparu, c'est aussi des citoyens algériens. On ne peut pas, au nom de la cohésion, dire on ferme les yeux sur tout. Non, ce n'est pas possible. On ne construit pas une société comme ça. Et donc, je suis parfaitement d'accord que c'est les deux corps qui ne marchent pas. Maintenant, ceci étant, effectivement, l'Algérie n'est pas sortie de l'ornière. Il y a un certain nombre de problèmes. Marc l'a rappelé tout à l'heure. Oui, c'est aussi du devoir de ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont les rênes du pouvoir, de détourner un peu l'attention. Mais je crois que le procès aussi, c'est quelque part pour dire, bon voilà, vous êtes totalement contre, vous exigez un certain nombre de jours. Voilà le procès entre-temps, en attendant, peut-être que ça pourra calmer les ardeurs. C'est un peu ça. Mais je crois que le peuple algérien est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, y compris même les procès qu'on est en train de faire, je crois que plus tard, même si le régime tombait, on en fera d'autres procès. Pas forcément pour envoyer les gens en prison, mais il faut que les Algériens comprennent, tout comme un jour au Togo, tout comme un jour au Burkina Faso, il faut que les gens comprennent comment, à une période donnée, des gens puissent se comporter. Comme ça, on a déjà compris au Togo avec la CVG. Mais Zana, dans le cas algérien, qui juge qui? Parce que on a l'impression, et tout le monde l'a reconnu, le système n'a pas vraiment changé. On amène des gens au procès, c'est des gens, l'incarnation de l'ancien système qui juge ceux qui ont servi le système. Oui, moi je pense juste que c'est des personnages qui ne sont que des boucs émissaires. On veut juste mettre en scène, comment dit-on, une forme de procès pour dire qu'on est en train de juger les coupables, les méchants, juste par populisme, si je me permets, ou bien je m'abuse de le dire ainsi. Moi, je n'y vois pas du tout de la sincérité. Et je crois qu'il y a autre chose à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fléau est la plus grande calamité de nos États aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et nous avons par le passé vu comment l'Algérie en a souffert. Et l'histoire montre le grand combat que Abdelaziz Bouteflika a mené en ce sens-là. Donc aujourd'hui, moi, je persiste de le dire, que le fait de traduire d'éminentes personnes qui ont occupé de grandes responsabilités dans le domaine du renseignement du pays et qui soient aujourd'hui traduits en justice, je suis très inquiet pour l'avenir de l'Algérie et puis pour la stabilité du Maghreb. Parce que justement, la question est rapidement, Marc, là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend d'un procès pareil? Ce qu'on attend, c'est peut-être de donner un certain nombre, un répit à la rue. Vous savez, la rue a réclamé longtemps ce procès-là. Et ceux qui sont dans cette forme de mutation du pouvoir algérien savent que la rue exige un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas leur donner. Et le procès permet quand même de calmer la rue en attendant de réanalyser la situation. Parce que ce qui se passe, ce n'est qu'une mue que le régime va devoir opérer sous la contrainte de la rue. Et nous savons tous que les régimes qui sont aussi bien ancrés que celui de Bouteflika en Algérie, même si leur titulaire ou en tout cas le premier responsable s'en va, ces régimes n'amorcent pas immédiatement une mue, en tout cas dans toute sa profondeur. On va marquer maintenant la pause et nous revenons après le journal.